Bonsoir, bonsoir. Merci d'être resté avec nous. Ça fait du bien de voir un peu des vrais visages après tous ces deepfakes, je vous avoue. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu plus de lumière dans le public, que je vous vois bien? Alors, asseyez-vous toutes. Avant de vous présenter les intervenantes, il y a quand même une question qui me brûle les lèvres depuis des semaines. Soyez honnête, est-ce que dans les premières images du docu, à main levée, qui avait repéré que c'était un deepfake? J'en vois. Ouais, quand même. Bon, je me sens en tout cas un peu moins seule. Seule, je ne le suis pas ce soir, je suis très bien entourée. Donc je vous présente virtuellement, je ne sais pas si on l'a déjà, Sophie Maddox, qui est chercheuse sur les abus sexuels en ligne pour l'Université de Pennsylvanie, donc elle sera avec nous en ligne. Avec nous à Genève, dans la vraie vie, Sophie Compton, qui est du coup réalisatrice de Another Body. On a également Elvire Duvel-Charles, qui est journaliste, réalisatrice et activiste féministe. Et enfin, nous avons Claire Ballet, qui est sociologue et directrice du Media Lab de l'Université de Genève. Bonjour à toutes. Vous pouvez les applaudir. Donc tout le monde va s'exprimer dans sa langue maternelle. Il y a des magnifiques petits casques à l'entrée si vous voulez tout comprendre. Est-ce qu'on a déjà... Oui, Sophie Maddox, bonjour. Vous nous entendez bien? Tout va bien? Je pense qu'elle nous entend bien, j'imagine. Sophie Compton, grâce à votre documentaire, on a pris un petit peu la mesure de tout ce phénomène. Surtout, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin d'être Taylor Swift ou une personnalité publique pour subir du harcèlement en ligne. Est-ce que finalement, la menace, elle vient des gens les plus proches de nous? I don't know if I should listen to the French or to the English. Je ne sais pas si je dois écouter le français ou l'anglais. Oui, bien sûr. Est-ce que justement la menace vient des gens les plus proches de nous? On n'a pas besoin d'être une personnalité publique pour subir et être victime de deepfake. Yeah, I think that when this happens to ordinary Oui, alors lorsque cela arrive à des femmes ordinaires, très probablement, il s'agit de quelqu'un que vous connaissez qui en est l'auteur. Ce sont les gens de votre réseau, les gens qui ont accès à vous. Et il faut vraiment bousculer cette idée que quelqu'un d'inconnu, d'un internaute inconnu qui fait cela. Les dernières recherches sur le sujet ont montré que un politicien, si on a vu le maire d'une petite ville au Danemark, ça peut être des étudiants, n'importe qui peut créer ces deepfakes. Il y a, je crois, deux camps parmi les gens qui font ça. Il y a ceux qui font des deepfakes sur des femmes qu'ils connaissent, leurs ex, leurs camarades de classe. Donc c'est une violation de la vie privée, bien sûr, mais l'intention ou ce qu'ils disent, c'est oh, c'est pas si grave, oh, j'ai le droit de faire ça. Et ils ont l'impression d'avoir ce droit. Et il y a aussi une volonté d'humilier. Et il y a tout un autre camp, ce sont des gens qui, principalement, font des deepfakes de célébrités. C'est un peu une relation parasociale, une sorte d'obsession. Et parfois, ce sont des gens qui apprécient cette célébrité, qui ont des sentiments positifs à son égard. Mais il faut voir tout cela comme un problème culturel qui est bien ancré dans nos communautés plutôt que quelque chose d'abstrait que l'on trouve sur Internet. C'est vraiment un phénomène immense. On apprend, moi par exemple, j'ai appris l'existence de 4chan. Comment est-ce que finalement s'organisent ces hommes? C'est un peu des vendettas, peut-être Claire Ballet, qui justement ces hommes sont très très bien organisés, c'est systémique. Comment est-ce qu'ils font en fait? Pourquoi eux arrivent à se mettre ensemble? Et pourquoi c'est toujours cet aspect de sexualité, tu le disais? Pourquoi cette sexualité à chaque fois? Oui, c'est assez fou de voir que, en somme, aujourd'hui encore, quand on veut vraiment nuire à une femme et la déposséder, et comme on a vu dans le film, je crois vraiment un témoignage très fort du sentiment de perte de maîtrise totale de sa vie, on l'attaque encore aujourd'hui sur sa sexualité. Et donc, c'est dire encore la place de la sexualité encore dans nos sociétés et en particulier le tabou encore de la sexualité des femmes puisque en fait c'est noté à la fin le chiffre de 90% des victimes qui sont des femmes et donc
En fait, pour déposséder des femmes, on attaque encore leur sexualité, donc c'est assez systémique, c'est ancré dans vraiment des inégalités de genre qui sont profondément ancrées, qui sont encore le fruit de la socialisation genrée aujourd'hui, qui est encore très, très distinguée entre la socialisation masculine et la socialisation féminine. Avec cette distinction, il y a un principe de hiérarchisation. Et ça, je pense qu'on le voit bien dans le film, que pour le garçon, en fait, il a un droit sur le corps. Il y a un droit de posséder et de déposséder la femme de son propre corps. Et on punit la femme justement voilà. parce qu'elle ne répond pas à ça. Et juste pour finir, parce que je pense que c'est effrayant de voir qu'en fait ça marche, dans le sens où il y a une enquête aux États-Unis de la professeure Mulburn qui montre que les parents aujourd'hui aux États-Unis, ils interdisent de plus en plus à leurs jeunes filles, à leurs adolescentes d'utiliser les social media. Et en fait, les garçons sont très libres d'être sur les médias sociaux, de s'afficher, de se montrer, de s'exprimer, de prendre la place publique sur les médias sociaux, la parole. Et les filles sont silencées. Et je pense que c'est ça, en fait, que montre le film aussi. Oui, c'est ça justement, ce processus d'invisibilité aussi, de ne pas laisser la place aux femmes dans cet espace numérique où finalement il y a eu le mouvement MeToo quand même qui a éclaté grâce à ça. Est-ce qu'on peut en tirer des choses positives aussi? Là, on a un peu les aspects négatifs. Elvire, peut-être, est-ce que les femmes arrivent à se faire une place de choix aussi sur ces plateformes? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les réseaux sociaux, au départ, ont été beaucoup utilisés par les femmes et les minorités de manière générale comme des plateformes, des médias, disons, qui étaient accessibles, gratuits, pour faire entendre les voix qui n'étaient pas forcément les bienvenues dans les médias mainstream. Donc, par exemple, on peut le voir dans les afroféministes, par exemple, qui ont vraiment commencé leur activité, en tout cas en France, c'est vraiment sur les blogs qu'on a pu lire les premières afroféministes francophones. Il y a eu la même chose ensuite sur... nous, on avait à l'époque Anaïs Bourdet, qui avait un blog qui s'appelait Peitaichnek, qui était un espèce de premier pré-MeToo français du harcèlement de rue et qui allait récolter les différents récits de harcèlement de rue, harcèlement sexuel dans la rue. Donc en fait, oui, ça a été investi parce qu'à un moment donné, c'était une manière de faire un espace à soi. Et puis comme à chaque fois qu'on investit un peu de terrain, progressivement ça a été repris. Et donc en fait le reste de la société, dont les hommes, sont arrivés aussi sur ces plateformes et ces réseaux. D'ailleurs c'est intéressant de voir que c'est aussi à partir du moment où ça commence à être monétisé. C'est comme le podcast. En fait le podcast, au début c'était un média sur lequel on se disait il n'y a pas de modèle financier. Donc c'était essentiellement des femmes qui podcastaient. Puis au bout d'un moment on a trouvé un modèle économique. Et là les hommes ont commencé à arriver. C'est ce qui s'est passé aussi sur les réseaux sociaux, sur... il suffit de voir les blogueuses qui racontent leur vie, enfin les lifestyles. À partir du moment où il y a eu les partenariats rémunérés, là ça devient un truc qui intéresse les hommes. C'est ce qui s'est passé aussi d'ailleurs dans le cinéma, où je ne sais pas si vous le savez, mais à la base il y avait essentiellement des réalisatrices dans Hollywood, jusqu'au moment où on a découvert qu'en fait on pouvait se faire de l'argent avec le cinéma. Et c'est les hommes qui sont devenus réalisateurs. Donc c'est un peu on trouvera autre chose. Exactement, c'est comme le monde de la tech. On sait aujourd'hui que les femmes représentent seulement 12 à 20%, donc ce qui est vraiment très très mince. Donc elles sont aussi absentes de ces espaces-là, ce qui laisse beaucoup de place évidemment aux hommes. Peut-être Sophie Maddox, est-ce que vous justement, en ayant recherché là-dessus, est-ce que vous prenez conscience peut-être de certains profils d'hommes, notamment de ces harceleurs? Est-ce qu'ils ont des caractéristiques particulières? J'ai un doute sur le fait qu'elles nous entendent peut-être pas. Yes. Oui, au Royaume-Uni, les recherches ont montré que ces hommes montraient une personnalité machiavélique, comme la triade sombre. Ce sont des gens qui diffusent des images pornographiques sans consentement. Ce sont des gens qui sont également très misogynes. Ce sont des gens qui accusent la victime d'être coupable. Et de manière prédominante, les femmes sont des cibles, sont des victimes, et les hommes ont plutôt tendance à être ceux qui créent et distribuent ces images.
Également, avec ces abus basés sur les images de femmes, on voit de plus en plus de femmes de minorités qui vont avoir davantage tendance à être victimes et qui n'auront pas accès à des voies de recours. Également, les personnes LGBT et les jeunes et les célibataires. Oui. La manière dont ces espaces fonctionnent, ce sont des espaces de radicalisation. Ce n'est pas simplement une question de savoir qui est plus susceptible de se livrer à ces activités. Non, mais c'est comment est-ce que l'on déplace le centre de gravité de plus en plus loin dans ces espaces. Maintenant, les sites de deepfake sont normaux. Google leur envoie du trafic. On peut payer ces sites avec une Visa ou une Mastercard. Toute la technologie est hébergée par GitHub de Microsoft. Donc il y a toute une infrastructure qui permet à ces sites de grandir. Il y en a un qui fait 14 millions de vues par mois. Donc, ces sites gagnent de l'argent. Il y a des publicités payantes qui sont postées sur des réseaux sociaux mainstream. Et ces sites fonctionnent principalement sur les hommes, puisque ce sont des images de femmes, et on peut y accéder par l'App Store. Donc ici, on voit de jeunes hommes, de jeunes garçons qui se refilent sous le manteau des images de porno deepfake, comme si c'était quelque chose de normal, sans faire la distinction entre ce qui est consensuel et ce qui ne l'est pas. Récemment, on a vu sur TikTok qu'il y avait un ruissellement de contenu misogyne, c'est-à-dire que si vous cliquez sur une vidéo misogyne, eh bien très rapidement l'algorithme vous en envoie plein. Donc c'est très important de comprendre les ramifications culturelles de ne pas agir. Et une étude a été menée au Royaume-Uni récemment qui nous dit que les jeunes hommes de la génération Z ont plus tendance à penser que le féminisme a fait plus de mal que de bien, et ce plus que la génération des baby-boomers. Donc de plus en plus, il y a une sorte de retour de bâton contre le féminisme qui est facilité par des gens comme Andrew Tate, comme tous ces influenceurs masculinistes en ligne et les deepfakes. Les GAFAM notamment, eux ont peut-être aussi toutes les clés en main pour contrer ces phénomènes. Est-ce qu'ils s'en emparent? Est-ce qu'on sent qu'ils prennent cette place-là? Peut-être Elvire? Non, pas du tout, mais c'est pas vraiment économiquement viable. C'est-à-dire que faut bien comprendre que les réseaux sociaux, enfin en tout cas je parle d'Instagram, Facebook, TikTok, fonctionnent économiquement par temps d'écran. C'est-à-dire eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on passe le plus de temps possible sur ces plateformes-là. Or, il se trouve que malheureusement, les contenus qui vont le plus retenir notre attention sont des contenus qui nous font réagir, soit par peur, colère. Immédiateté. Donc en fait, plus il y a de conflits et de clashs, c'est d'ailleurs ce qu'on voit même pour une promo ou pour, je sais pas, quand les Kardashians elles sortent leur télé-réalité, elles vont mettre les extraits où elles se disputent le plus fort. Donc en fait, il y a un peu cette idée-là de la haine en ligne nourrit le modèle économique des GAFAM, puisque de toute façon, c'est ça qui fait qu'on va y passer du temps, qu'on va répondre aux commentaires, qu'on va l'envoyer en disant « mais je peux pas croire qu'elle a dit ça », etc. Et donc, en fait, ça va permettre de nous caser plus de publicité entre-temps, et c'est le modèle économique. En fait, Instagram, contrairement à ce qu'on pense, c'est une régie publicitaire. C'est le principe de ce média. Et donc, du coup, c'est pas forcément dans leur intérêt que de modérer la haine en ligne, ce qu'ils pourraient faire. C'est-à-dire, ils pourraient se dire, il me semble que c'était une ONG suisse, justement, contre les discours de haine en ligne, qui disait qui avait vu qu'il y avait entre 10 et 20% des personnes qui étaient responsables de 80-90% de la haine en ligne. Donc, il serait possible tout à fait de les bannir, comme le veut d'ailleurs les règles de conditions et d'usage d'Instagram. Mais c'est pas forcément dans leur intérêt.
Donc la seule manière de faire en sorte que ça le soit, c'est de jouer sur leur portefeuille, c'est-à-dire c'est de quitter les plateformes ou de menacer de quitter les plateformes tant que ce problème-là de haine en ligne n'est pas réglé. Mais pour l'instant, c'est pas particulièrement dans leur intérêt. Peut-être Claire, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est un peu votre domaine aussi. Non. Alors là tout de suite, Ça marche. Justement, cette haine en ligne, ça certes, mais il y a aussi quand même des bonnes choses qui se passent. Moi, ce qui m'a frappé, c'est un peu ce retournement justement dans le documentaire où on se rend compte qu'il y a une sororité qui se met en place. On ne sait plus vraiment qui chasse qui. Elles se mettent ensemble. Elles commencent aussi à voir qu'il y a finalement toute leur promo qui est targetée par potentiellement Mike ou un autre. Et est-ce que peut-être c'est aussi une forme de reprendre le pouvoir pour ces femmes, c'est d'utiliser toutes ces plateformes comme 4chan par exemple. En fait, ça les aide finalement à retrouver leur harceleur et à comprendre qui va être targeté par les hommes. Est-ce qu'on peut essayer de voir le bon côté de la chose aussi dans ce versant? I think there's always hope, and Il y a toujours l'espoir. Et le mouvement qui va à l'encontre de cet abus est un mouvement dirigé par des survivants. Et les histoires des survivants ou les survivantes envoient des messages, des sortes de vagues dans les communautés en refusant de passer ces choses sous silence. Mais bon, je ne suis pas convaincue que 4chan fonctionne comme forum féministe. Non, c'est pas vraiment mon idée. Je ne pense pas que les plateformes soient le lieu idoine, mais parfois sur Instagram et bon, on a parlé de l'histoire d'Internet tout à l'heure, mais je pense qu'il faut s'exprimer et la transmission du message au sein des collectivités est utile. Dans le film, quand GB, l'artiste ASMR, s'exprime, c'était la toute première YouTubeuse à parler de son expérience. Ce qui est incroyable, c'est de se dire que chaque YouTuber est ciblé. Tout le monde est ciblé et personne n'a rien fait, personne n'en a parlé, même pas entre elles. Donc il y a beaucoup de honte, beaucoup de peur, hein, de crainte. Et donc quand JB s'est exprimé, eh bien, c'était un torrent. Les gens ont commencé à s'exprimer. C'était le début d'un mouvement. On a pu valider aussi les expériences pour d'autres créateurs qui ont dit, mais en fait, moi, j'ai eu la même expérience. C'était absolument traumatisant et j'ai décidé de le mettre dans un placard parce que je me disais que ça servait à rien de m'attarder dessus. Et aujourd'hui, je pense que les choses changent. Je ne voudrais pas que ce mouvement se fonde uniquement sur l'expérience d'une seule personne. Mais je pense qu'il y a Taylor Swift qui, elle, a été ciblée et elle a fait appel à son armée de fans et elle a dit ben, il faut que ça s'arrête. Et aux États-Unis, c'est ce qui se passe, que je vois comme solution, c'est la réglementation de la technologie. Et si les GAFA ne sont pas rendus responsables, on ne pourra pas résoudre le problème. Aux États-Unis, depuis l'expérience Taylor Swift, depuis que des histoires telles que la sienne ou des expériences telles que la sienne ont été publiées, et depuis qu'on s'est rendu compte qu'il y a aussi l'abus et l'exploitation des enfants dans ce domaine, eh bien, les choses commencent à bouger. Et ce sont toujours les survivants. Utiliser ça aussi comme une arme. Nous, par exemple, en France, on est beaucoup, enfin, dans le milieu activiste, on est beaucoup en fait à être infiltrés dans les groupes. C'est-à-dire, nous, c'est beaucoup sur les groupes Telegram, WhatsApp, Signal, etc. Et donc, en fait, l'avantage de ces groupes, c'est qu'ils sont anonymes et que donc, ils nous permettent aussi d'observer de l'intérieur et donc de pouvoir prévenir les unes et les autres juste avant un raid, juste avant... Enfin, ça nous permet en tout cas de nous protéger en amont et aussi de récolter progressivement les informations en devenant meilleurs amis avec des incels.
bonne stratégie peut-être. Sophie Maddox, peut-être sur le flou juridique aussi et finalement toutes ces questions légales que ça soulève, on le voit aussi dans le documentaire. En fait, on peut faire quoi si on est victime, si demain je suis victime d'un deepfake juridiquement, quelles sont les armes dont je dispose? Alors, dans le contexte américain, c'est là que je me trouve actuellement, il y a des lois qui ciblent ce qu'on appelle la pornographie deepfake au niveau étatique, au niveau fédéral. Il y a un projet de loi. Donc, je ne peux me référer que à la situation aux États-Unis. Donc, il y a un début d'approche. Il y a une série d'approches juridiques qui peuvent être faites ou utilisées. Mais s'agissant de la loi, de nombreuses survivantes, malheureusement, les dégâts sont déjà là, les images sont déjà publiées, vous avez déjà fait une expérience traumatisante et pour nombre de victimes, eh bien, encore une fois, les dégâts sont bien présents. Alors, chercher à rendre justice sans contribuer à enfin, il faut voir si on veut des approches de réhabilitation ou autres. Je pense que ce sont les plateformes elles-mêmes qui créent ces autoroutes pour que des débutants qui n'ont jamais fait de deepfake puissent devenir pros en un clin d'œil. On a vu l'expérience de cette jeune femme dans le film et d'autres survivantes aussi. Grâce à un peu de travail de détective, eh bien, on arrive à savoir qui est derrière. Mais s'agissant de la loi, souvent les enquêtes ne sont pas menées correctement pour une raison ou une autre et souvent c'est traumatisant pour l'individu. Donc oui, on a absolument besoin d'approches légales, juridiques. Ça va être dissuasif, c'est indispensable, mais la prévention est aussi extrêmement importante. On en est où? Est-ce qu'il y a vraiment ce flou juridique? Est-ce qu'on a quand même quelques armes pour se défendre ou... Alors, je crois que on n'est pas du tout plus avancé, hein. Comme c'est montré dans le film, on est dans une question de usurpation d'identité, hein. Donc, en fait, c'est comme si voilà, le problème était juste de prendre la tête de quelqu'un et d'en faire quelque chose d'autre. Donc, les notions de consentement, tout ça, c'est pas encore, on n'en est pas du tout encore là. Et je rejoins vraiment ce qui a été dit au niveau du besoin de régulation, hein, qui a été répété plusieurs fois. Je pense que aussi il y a un besoin de nouveau d'éducation aussi. De nouveau, on revient un peu à ces questions du genre et de quel côté est la honte, hein, comme ça a été dit là. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on le voit dans le film où la fille, finalement, cette jeune femme, se sent complètement exclue dans son université. Et c'est elle, en fait, qui est vraiment exclue et qui s'auto-exclut aussi parce qu'elle a honte. Et là, je pense qu'il y a vraiment une clé aussi dans l'éducation, qu'il faut changer ces perceptions-là. Et parce que, de nouveau, ces espaces numériques, en fait, ils sont aussi ce qu'on en fait. Et en soi, sur les médias sociaux, il y a aussi énormément de choses très créatives. Et on en voit quelques exemples. C'est des espaces aussi d'expression de soi, mais c'est aussi des espaces où la parole des femmes est quand même systématiquement attaquée, dénigré, silencé. Et ça, toutes les enquêtes le montrent. Il y a encore une enquête récente du Haut Conseil à l'égalité en France qui montre à quel point le sexisme en ligne est massif. Et donc, alors, comme ça a été dit, hein, c'est vrai que on voit que les femmes, un peu partout dans le monde, les jeunes femmes sont plus progressistes que les jeunes hommes. C'est vrai autant en Corée qu'en Pologne qu'aux États-Unis. Donc, il y a cette espèce de fracture-là, mais je pense qu'il y a un immense enjeu d'éducation au genre, à la sexualité qui doit se faire parce que c'est là-dedans que ça s'ancre en fait. Ces pratiques numériques sont le reflet en fait de ces inégalités systémiques et profondes de genre. Merci. Can I add just one thing?
So just I want to Mais je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais me faire l'écho de ce que vous venez de dire parce que j'ai beaucoup travaillé avec des survivantes et en faisant le film, nous, avec mon co-réalisateur, nous avons une association qui s'appelle My Image is My Choice et on a réuni une trentaine de personnes qui ont été victimes de ce genre d'abus et on les a toutes fait taire d'une manière ou d'une autre, hein, par des grands ou des petits moyens, mais ce n'est pas qu'une question de se mettre en anonyme sur les réseaux sociaux ou décider de ce que l'on poste et ce que l'on ne poste pas ou ce qu'on met en ligne. Mais Julia, dans le film, a fini par décider de ne pas devenir streameuse parce que elle a eu peur. Ce sont des gens qui changent de carrière, de parcours scolaire. Et j'ai rencontré au moins 3 jeunes femmes qui ont mis fin à leur jour à la suite de tout cela. C'est quelque chose qui fait que notre vie vole en éclats. Et je trouve qu'effectivement, c'est une bonne expression. Et j'ai beaucoup parlé du degré de silenciation. C'est pas juste les victimes, ce sont les amis également qui peuvent se dire « mais moi aussi, je suis en danger ». Un sondage a montré la semaine dernière que plus de 90% des répondantes, des femmes, avaient peur que cela leur arrive. Donc l'ampleur de cette silenciation est colossale. Et je trouve ça fou quand on va dans des espaces politiques et que je dis ça aux gens, eh bien ils me répondent très bien, alors comment est-ce qu'on fait pour prouver que c'est un problème culturel ?» Et non, mais comment est-ce qu'on quantifie tout cela? Combien ça coûte pour les... D'un côté, on a des jeunes femmes qui mettent fin à leur jour et de l'autre côté, on a des gens qui nous demandent mais est-ce que c'est un problème culturel et qui essayent de transformer ça en problème de business? Il y a des gens qui ont changé de carrière, qui sont abandonné leurs rêves à cause de cela. Et là, vraiment, j'en appelle haut et fort à tous les chercheurs et chercheuses. Il faut recueillir des preuves, des éléments qui mettent en lumière cette silenciation, parce qu'on a du mal à représenter l'ampleur de ce genre de problème, parce que cela affecte tout le monde. Cela affecte des gens dans leur intimité. Elles vont se demander, oh, est-ce que je vais porter cette tenue? Est-ce que je vais poster cette photo? Est-ce que je me lance en politique? Est-ce que j'accepte de me montrer sur Internet? Ça, ce sont des discussions que l'on a dans son fort intérieur. On ne le voit pas sur le visage, on ne le voit pas. Ce n'est pas quelque chose qui se voit à l'extérieur. Mais je pense qu'il faudrait travailler à mettre en lumière ce silence. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on peut faire un parallèle avec les femmes dans l'espace public. C'est-à-dire cette même chose qui va faire qu'on va se poser la question de comment on s'habille en fonction de dans quel quartier on va marcher, à quelle heure on rentre, est-ce qu'on est toute seule ou pas. Et au final, on va finir par sortir de moins en moins dans l'espace public et en tout cas moins l'occuper juste pour le plaisir de prendre le soleil ou de prendre l'air. Et on va plus être dans la rue pour aller d'un endroit A, enfin d'un point A à un point B. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, c'est comme si Internet était le reflet complètement de cet espace public qui est du coup en ligne, mais où on fait exactement les mêmes choses hors ligne, c'est-à-dire on s'auto-empêche de sortir à certaines heures, à certains endroits, seul, et où il y a une peur comme ça qui est hyper... présente et qui dans l'espace public en plus c'est intéressante puisque je ne connais pas les statistiques suisses, mais en France on a beaucoup plus de chances d'être agressé dans l'espace public si on est un homme que si on est une femme. C'est pareil en Suisse. Voilà, et pour autant je pense que les femmes ont plus peur de... Donc il y a aussi cette manière de... C'est comme si on arrivait à se mettre en tête le fait qu'on était des cibles. Et que donc on s'auto aussi modérait sur ces questions-là. Et en ça, je trouve ça beau le fait que les protagonistes de ton film, elles se soient trouvées les unes les autres parce qu'ensemble, on a moins peur. Et je pense qu'à partir du moment où on ose y aller, je parle à la fois dans la rue, je pense par exemple au mouvement des collages contre les féminicides, où en fait il y a cette idée-là de partir entre femmes et minorités de genre,
la nuit, coller, faire des choses illégales. Et en ligne, où pareil, elles se disent c'est pas grave, on va le dire, on va donner potentiellement son nom et on va commencer à parler. Et une fois qu'on le fait, je pense que c'est un moment où on va se sentir plus forte. Mais toute la partie avant, elle est... tant qu'on est seul, en fait, on garde. Enfin, ça fait des générations et des générations que nos mères elles nous disent fais attention en sortant, attention, te prends pas en photo, n'envoie pas des photos à quelqu'un, etc. Et donc en fait, forcément, ça s'intègre. Et quand on se fait attraper entre guillemets, fatalement, on a honte parce qu'on nous avait prévenu qu'il fallait pas le faire. Donc on culpabilise encore les femmes dans ce processus. Tu me disais tout à l'heure, Sophie, que toi aussi, tu avais des conséquences de ce documentaire. Est-ce que tu peux peut-être nous développer voilà, notamment ton profil sur 4chan qui a été créé? Yeah, I mean, I think that Oui, si j'avais fait ce film sans avoir la moindre critique de 4chan, alors ça aurait été un échec, je pense. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié à ce documentaire, mais il s'est passé beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un m'a créé un faux profil sur Instagram avec toutes mes photos liées à une page OnlyFans qui était réelle. Elle a envoyé à tous mes amis et tout le monde m'envoyait des messages en me disant c'est une super photo. Et puis d'autres me disaient waouh, c'est vraiment toi? Est-ce que tu vas bien? Donc vraiment toutes sortes de réponses très variées. C'était très intéressant de le voir. Moi, je suis très sexe positive de manière générale. C'est pas quelque chose qui me perturbe beaucoup, mais sur 4chan, il y a eu des threads où des gens visaient Taylor, visaient GB en lui disant je vais trouver où tu habites, et GB a dû déménager parce qu'elle a été harcelée, pas à cause du film, mais à cause du harcèlement de manière plus générale. Elle a dû changer son nom complètement. On a retrouvé sa grand-mère. Enfin, les gens font vraiment des choses extrêmes. Et à chaque fois que quelqu'un fait une remarque sur Taylor, moi, je deviens hyper protectrice. Alors, vous pouvez m'attaquer, mais alors n'imaginez même pas que vous puissiez attaquer Taylor. Quelqu'un a posté une photo de moi et a fait une remarque sexualisée à mon sujet. Et la manière dont moi j'ai vécu cette violation, sentir le regard de cette personne sur moi et la manière dont je savais qu'il me regardait d'une manière extrêmement gênante, eh bien, c'est quelque chose qui fait que je pense que c'est très important que nous aidions toutes les victimes de cela, y compris les célébrités, parce que peut-être que ça vous est arrivé à vous 1 million de fois et peut-être que vous avez le cuir épais maintenant, mais imaginez, il y a des milliers, des millions de personnes qui vous regardent d'une manière pour laquelle vous n'avez jamais donné votre consentement. Mais ce qui énerve énormément JB, c'est qu'il y a des groupes Discord qui sont consacrés à ça, à partager des deepfakes d'elle. Et c'est fou parce que c'est une partie de votre identité qui vous est arrachée quelque part. Moi, j'avais l'impression que j'étais prête à vivre ça, mais le vivre en vrai, sentir le regard des autres sur vous, c'est quelque chose de très particulier. C'est là qu'on ressent vraiment cette violation. On le comprend et les hommes, finalement, n'ont aucune conséquence sur eux. On a vu le cas de JB, etc. Mais est-ce que, par exemple, Taylor a encore été traqué par ses harceleurs? Est-ce que ce documentaire peut-être l'a aidé? Est-ce que ça a amplifié le phénomène? Vous voulez dire, est-ce qu'il s'est fait stocker, c'est ça? On a essayé de la retrouver? Oui, alors complètement. Il y avait tout un fil de gens qui ont essayé de déconstruire toutes ces dispositions d'anonymat. Donc, ils ont réussi à... n'ont pas réussi à retrouver qui c'était, mais
en creusant sur 4chan. Donc je me réjouis vraiment qu'on soit allé vraiment aussi loin dans l'anonymisation. Parce que ces gens sont vraiment dans un esprit de rechange. Parfois, on peut trouver des gens qui sont des vrais geeks de l'Internet et qui font des recherches parce que c'est leur passion. Mais j'ai même eu quelqu'un qui m'a écrit et son adresse email c'était raciste@incel. Bon, je ne veux pas continuer parce que je ne veux pas vous la donner, mais et cette personne m'a dit je sais qui est Taylor, je l'ai retrouvé, mais je suis pas sûre, je pense pas que ce soit vrai. Enfin, en tout cas, je croise les doigts. Noël Martin, qui est une survivante de tout cela, a eu des mots très forts pour expliquer sa décision de parler publiquement. Elle a même fait un TED Talk et le mur de harcèlement auquel elle a fait face après cela, elle a dit que c'était presque pire que l'abus d'origine. Donc ça marche. Ce harcèlement fait taire les femmes. C'est pourquoi être en communauté, s'associer, c'est quelque chose qui permet de vraiment s'aider et parler. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde où les gens qui sont les plus courageux, les gens qui ont le plus de courage de se battre, eh bien, n'ont pas les moyens de le faire. Les femmes, justement, peuvent s'adresser et essayer de trouver ce support dont tu parles. En France, on a un collectif qui s'appelle Stop Ficha, qui est né pendant le confinement et qui justement, enfin parce que donc nous on a des groupes sur Snapchat d'hommes qui s'envoient des, alors pour le coup c'est pas des deepfakes, c'est des photos, des nudes généralement de jeunes mineurs. Et donc du coup il y a un collectif qui s'est créé pendant le confinement parce que c'est un moment où ça a vraiment explosé. Moi j'avais une question pour toi et peut-être pour vous. Je me posais la question du profil psychologique de ces personnes. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on parle, je me rends compte qu'ils passent quand même beaucoup de temps. Enfin, c'est un hobby qui est prenant, ne serait-ce que parce que d'aller chercher des indices sur telle personne, d'aller faire les images, ça a l'air de prendre quand même beaucoup de temps. Et du coup, je me pose la question de si on a des études sur les profils psychologiques de ces personnes qui semblent avoir des problèmes de sociabilité, c'est-à-dire on dirait qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis, en tout cas ceux dans le film, que c'est à partir du moment où il perd un peu ses amis qu'il commence à faire ça. Mais du coup, je me demandais pourquoi passer autant de temps sur des personnes qu'on déteste. Alors, je suis pas psychologue ni psychiatre. Comme sociologue, je vais pas trop profiler et faire des diagnostics. Comme sociologue, ce que je vois, c'est effectivement ces rapports qui sont très, très, très genrés, avec en l'occurrence, en tout cas dans le cas qu'on voit là, un homme qui estime avoir des droits en fait sur la femme, qui estime qu'elle lui doit son écoute, elle lui doit son attention, elle lui doit son temps, et qu'en fait, si elle rompt avec ça, si elle met des limites, comme c'est répété plusieurs fois, en fait c'est insupportable parce que justement il doit la déposséder. S'il peut pas la posséder, il doit la déposséder. Alors ça, oui, en études genre et en sociologie, ça c'est des processus qu'on connaît bien. Et de nouveau, ça s'apparente à cette socialisation masculine. Alors évidemment, tous les garçons absolument ne deviennent... C'est une toute petite minorité, de nouveau. Où, c'est là où peut-être la psychologie viendrait nous aider. Malheureusement, on n'a pas une cinquième personne pour ça. Mais en tout cas, il y a ce besoin de pouvoir occuper l'espace. Et ça, de nouveau, on le voit même dans les cours de récréation. Encore aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel cours de récréation, vous allez voir que les petits garçons prennent toute la place en jouant au football. Ils ont l'habitude, ils sont socialisés à prendre la place, à prendre la parole, à exister, à être écoutés, à être soutenus, à être entendus par les filles qui prennent un petit peu moins d'espace. Regardez, si j'étais assise comme ça vous ferait bizarre. Bon, si j'étais un homme, ça vous fera beaucoup moins bizarre. Voilà. C'est de la socialisation. Et c'est ça.
And I think something that people don't Oui, et il y a quelque chose dont les gens ne sont pas forcément conscients, c'est que dans ces espaces, il y a beaucoup qui euh, s'appuient sur la satire et le rire et le fait de ne pas prendre les choses au sérieux. Sur 4chan, on vous appelle un simp, vous êtes un simp si vous êtes trop impliqué émotionnellement dans quelque chose. Donc, il y a toute cette attitude désinvolture. Bah, c'est rien, c'est pas vrai. Oh, ces femmes, elles sont woke. Les femmes avec toutes leurs émotions. Mais ça semble bête, mais le rôle de cette attitude, eh bien, je pense qu'on ne s'y attarde pas assez. Parce que c'est important que les gens prennent les choses au sérieux, qu'ils remarquent, qu'ils écoutent, parce qu'à force de minimiser les expériences des femmes, eh bien, c'est ça qui se passe d'ailleurs quand on va au poste de police. Lorsque on parle de ça dans la cour de récré, eh ben, ce qui est important, c'est ce terme de droit. Il a l'impression qu'il a des droits sur sa vie à elle. Et il a du pouvoir sur elle. Et tous ces espaces sont des espaces de socialisation entre hommes. On se retrouve avec des fraternités d'hommes, de soutien entre hommes. Et c'est quelque chose qui crée des conversations extrêmement malaisantes. Ils se soutiennent les uns des autres. Ah, franchement, c'est génial ce que tu fais vraiment ça pour la culture. Merci, mec, on se soutient. On te respecte. Et il y a des diatribes complètement dingues sur le copyright, par exemple, les droits d'auteur. Ah, mais tu me voles mon style de deepfake. C'est complètement fou. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant sur quoi on devrait se pencher, c'est la manière dont cet humour, entre guillemets, finit par ruisseler dans la société, parce que ce sont des espaces de socialisation pour ces jeunes hommes. Donc il faut se demander, mais de quoi est-ce qu'ils manquent dans le reste de leur vie pour qu'ils se retrouvent là, pour trouver de la camaraderie et pour être vus? Club et pas seulement ces boys club. Moi, j'ai très envie de vous entendre aussi. Je pense qu'on est pas mal au niveau du timing. Est-ce que, par hasard, vous aurez des questions qui ont pointé le bout de leur nez entre-temps? Il y a 2 personnes qui vont venir vous donner des micros. La salle s'illumine gentiment. Maintenant, vous êtes à la vue de tous et toutes. Peut-être sur le documentaire, sur la manière dont ça a été créé. Le fait aussi, Sophie, que tu as utilisé finalement l'outil des détracteurs d'utiliser le deepfake pour garantir l'anonymat de Taylor aussi. C'était une manière peut-être de reprendre le pouvoir. Absolutely, absolutely. I think that the technology itself is. Oui, absolument. La technologie elle-même n'est pas le problème. Ce sont les cadres culturels qui l'entourent. La technologie est un outil qui peut être extrêmement puissant, qui peut permettre à des gens qui n'ont jamais eu la possibilité de raconter leur expérience, de pouvoir le faire sans crainte. Ici, ce qu'on a pu faire, c'est permettre aux spectateurs d'avoir une relation assez intime avec Taylor. Vous n'avez jamais vu Taylor, mais vous avez l'impression de la connaître. Et pour moi, c'était vraiment passionnant. Et j'ai trouvé super de pouvoir se servir de cette technologie. Can you hear me? Yes, okay. I'll ask my question in English. Je vais poser ma question en anglais. Nous avons longuement parlé de l'image et de l'identité. Les deepfakes, bien entendu, nous montrent un aspect de notre société, de notre culture qui a des problèmes avec l'identité et l'image, mais ces 2 éléments sont extrêmement difficiles à protéger parce que auparavant, alors, lorsque nous avions une autre structure, l'image, l'identité vous appartenait. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les personnes célèbres, c'est l'identité et l'image de tout un chacun qui est public. Cela ne fait plus partie de la sphère privée. Alors, comment
permettre aux femmes de se réapproprier leur image et leur identité? Et y a-t-il des façons, sur le plan culturel ou social, de retrouver cet espace pour les gens? Parce que vous êtes peut-être dans le tram en train de bavarder ou de faire autre chose, et puis n'importe qui peut vous filmer. Là, je suis devant vous et personne ne m'a demandé l'autorisation, mais peut-être que quelqu'un est en train de prendre ma photo alors que je vous parle. Donc, comment créer cet espace? Sophie, madam, maybe you could. Such an important question because, especially since our Oui, c'est une question très importante. Depuis que nos vies sont en ligne, les dégâts au niveau de la réputation qui peuvent survenir, peut-être que vous décidez une fois qu'un tel événement a eu lieu de ne plus aller en ligne. Vous avez différents types de harcèlement et si vous êtes touché, vous allez éviter d'aller en ligne, mais ce faisant, vous n'allez plus pouvoir avoir de soutien, vous n'avez plus pouvoir chercher un emploi, etc., etc. Donc, les dégâts peuvent être énormes. S'agissant des solutions, eh bien, je pense que de nombreux survivants ont pu se réapproprier leur image en s'exprimant, en demandant à être vus et entendus. Des gens comme Mela Martin qui nous inspirent dans leur démarche, mais ce n'est pas toujours possible pour tout le monde. C'est une voie difficile et le harcèlement qui en découle est assez important. Donc, il faudra y songer alors qu'on crée la législation. Nous devons intégrer les plateformes dans les solutions que nous envisageons. Un réseau comme Instagram, au départ, ça a été un outil pour les célébrités pour justement récupérer leur image et donc plus avoir leur vie racontée par les paparazzis, mais d'une certaine manière prendre le dessus sur les paparazzis et raconter leur propre quotidien avec les angles qu'elles veulent. Et c'est intéressant de voir que ça s'est retourner au final contre elle, puisqu'il faut aussi avoir beaucoup d'images pour faire des deepfakes. Mais 50, je crois. c'est intéressant de voir que à un certain moment donné de la vie d'Instagram, Instagram, ça a été un outil pour les célébrités comme typiquement Kim Kardashian, car oui, je m'intéresse beaucoup à Kim Kardashian. Ça a été un moyen pour elle d'avoir un pouvoir sur son image et de pouvoir véhiculer l'image qu'elle souhaitait véhiculer et non pas que les paparazzis esquissaient d'elle. Yeah, I think that the point about platforms is really important. It's like Oui, la question des plateformes est très importante. Où est-ce que ces images sont exploitées et utilisées à mauvais escient? Eh bien, on imagine les plateformes. Il faut il y a Google, il y a le contenu et la gestion du contenu, et je pense qu'il y a un devoir de veiller à ce que les espaces utilisés soient sûrs. S'agissant de ce qui se passe dans la sphère publique, alors moi je suis cinéaste et je pense qu'il est important d'avoir la capacité de filmer notre monde. Et la liberté d'expression est extrêmement importante aussi à mes yeux. Je ne pense pas que la solution soit de bloquer toutes les voies, d'empêcher aux gens de prendre des photos dans la rue. Cela fait partie de notre monde après tout. Mais l'approbation, le consentement est très important. Alors, prendre une photo d'une foule, c'est une chose. Mais utiliser cette image pour créer un contenu sexuel, c'en est une autre. Nous avons besoin de cadres juridiques pour l'utilisation de ces images. Alors, ça nous effraie, ça a l'air difficile, mais je ne pense pas que ce le soit. Nous avons la législation qui porte sur les images dans le monde tangible. Donc,
Ce n'est pas normal qu'il y ait des sites sur Internet où il est possible pour les individus de créer du deepfake aussi facilement. Et c'est ce contre quoi on doit se battre. Madame devant. Oui, c'est pas un monsieur, c'est une Pardon. dame. My question is for both Sophies. Thank Ma question s'adresse aux deux Sophie. Merci beaucoup de votre travail et de l'avis exprimé ici. En Europe, nous avons une loi selon laquelle nous devons d'aider les gens en danger au Canada et aux États-Unis. Vous avez quelque chose de semblable, c'est la loi du bon samaritain. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que l'utilisation de cette loi à l'encontre des entreprises telles que Microsoft, parce que la plupart de ces sites porno sont des sites Microsoft, hébergés par Microsoft. Donc, je me demande si on utilise ces lois contre Microsoft, cela pourrait aider les gens. Dans le film, on voit qu'en 2023, la Maison-Blanche a publié un rapport sur la question. Et dans le débat, vous avez parlé du suicide des jeunes femmes et du suicide. Et je me dis que c'est peut-être une solution possible. Sophie Maddox, maybe? Sophie Maddox, est-ce que vous souhaitez répondre? Oui, alors, je ne sais pas si on parle de bon samaritain comme quelqu'un qui est un témoin actif. Alors ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais dans le film, par exemple, il y a le rôle du système de soutien que les filles se créent ensemble. Donc, la manière dont on peut être des témoins actifs et agissants, c'est important dans le contexte où créer de telles images est tellement normalisé. Dans mes recherches, il y a des jeunes garçons, jeunes filles qui se créent des images pour se présenter sous un angle particulier. Donc effectivement, l'hétéronormativité joue un rôle dans la création de tout cela et il serait bon de se pencher sur l'éducation et réfléchir à ce que peut être un bon samaritain ou un témoin actif. Si vous savez que quelqu'un va créer un deepfake, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement si vous savez que quelqu'un va faire un deepfake? Et la deuxième partie de la question, je crois, c'était sur la responsabilité des plateformes. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais je peux y répondre. Demander à Sophie de réagir. Oui, j'allais en parler aussi, mais tu connais probablement le sujet beaucoup plus que moi. Ah, pardon. Bon, sur la section 230, ça donne une décharge d'obligation aux États-Unis pour les plateformes. C'est une protection contre énormément de choses. C'est un obstacle énorme à la responsabilisation des entreprises de tech. Et je pense que la difficulté, c'est d'y introduire de la nuance. Pourtant, c'est quelque chose qu'on commence à voir émerger et c'est une bataille législative. Lorsque vous en parlez aux législateurs, ils sont là, oh mon Dieu, non, c'est trop gros, trop complexe, c'est trop difficile. Mais on est au début d'une dynamique pour lutter contre cette loi et je pense que c'est bien nécessaire. C'était une question assez similaire et maintenant vous avez presque répondu, mais c'était sur les lois pour poursuivre qui fait les deepfakes et sur les lois pour poursuivre les plateformes.
en Europe aussi, et si, comme la dame disait, est-ce qu'il y a des autres lois qu'on peut utiliser pour poursuivre les gens s'il n'y a pas un crime sur ça, par exemple, dire que c'est de la diffamation ou des choses comme ça? Well, one thing that Sophie already mentioned earlier is Et une chose que Sophie a mentionné un petit peu plus tôt, c'est le fait que certains des problèmes que nous rencontrons pour des poursuites au pénal, c'est la manière dont... C'est le fait que ça coûte cher de poursuivre des gens en justice. Donc cela dissuade beaucoup. Mais le fait que ce soit un problème aussi répandu, aussi courant, la question c'est de savoir, est-ce qu'on veut que tous les garçons adolescents partagent ce genre de liens, tous ceux qui partagent des liens, qu'on les mette en prison? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va stopper la radicalisation de ces jeunes adolescents? Il faut réfléchir à ce qui permet à cette culture de se développer, parce que Microsoft ne devrait pas gagner d'argent avec ça, Google non plus. On ne devrait pas permettre tout cela de devenir lucratif. Un autre problème, pour ce qui est des actions en justice contre des auteurs d'agissements, c'est que ce sont des gens qui s'y connaissent bien en Internet, ils savent bien utiliser des VPN, donc c'est très difficile de retrouver les auteurs de deepfake. Et Taylor, c'est un peu un oiseau rare, parce que clairement, la police, ils sont nuls. Parfois, les victimes arrivent à aller plus loin, mais la raison pour laquelle elles ont réussi à retrouver Mike, c'est qu'il a fait tellement de deepfakes qu'elles ont pu le retrouver, mais il y en a plein, vous ne pourrez jamais les retrouver. Et il y a des bases de données immenses d'abus. C'est là, c'est au vu et au su de tout le monde. Et c'est bien là le problème. Il y a 1000 raisons pour lesquelles fermer ces sites, ça devrait être notre priorité. Et je pense que tout le monde est d'accord. Ça, c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. Il faut fermer ces sites. Mais le problème, c'est que ces sites sont souvent hébergés à l'étranger. Tout cela est très opaque. C'est difficile. Vous pouvez avoir un régime réglementaire. Moi, j'ai travaillé avec les régulateurs au Royaume-Uni. Je leur demande, OK, c'est quoi votre approche pour fermer un site qui répond jamais à nos messages? Et leur réponse, c'est, oh, eh bien, vous envoyez un courrier leur disant, ce n'est pas bien ce que vous faites. Et je dis, mais ça va jamais marcher. On peut faire en sorte que Google arrête de leur envoyer du trafic. On peut faire en sorte que Microsoft arrête de les héberger. On peut agir sur ces différents acteurs, et c'est ça qu'il faut faire. D'ajouter que les violences en ligne sont tellement nombreuses qu'en fait on y passerait notre journée au commissariat. Donc il y a aussi un problème de procédure qui est pas du tout simplifiée, c'est-à-dire que c'est pas comme Adopi ou quand j'étais plus jeune, quand on téléchargeait un film illégalement, on recevait une lettre Adopi avec une amende, et puis en fait c'était la loi Adopi en France. Voilà, c'était une loi qui disait qu'on n'avait pas le droit de télécharger des films qu'on n'avait pas achetés. Et en fait, là, tout est compliqué. C'est-à-dire, en fait, ça demande énormément de temps. Là, on le voit bien. Les protagonistes, elles passent quand même beaucoup de temps à enquêter sur qui est leur harceleur, bourreau. Et il y a aussi une grande part des femmes qui est quand même très consciente du fait que ça ne mènera nulle part, parce qu'on se doute bien que si 1% des viols 1% des plaintes pour viol sont condamnées à la fin, on se doute bien que quand il s'agit d'un deepfake en ligne, il n'y a pas grand-chose à attendre. Donc la question, c'est aussi quelles sont les priorités de nos gouvernements, de nos États, et quelles sont... Parce qu'on essaye souvent de nous faire croire que c'est trop grand et qu'il y a trop de choses, mais en fait, on arrive bien à verbaliser plein d'excès de vitesse, les gens qui stationnent et qui ne payent pas. En fait, c'est aussi une question de où on met les moyens de contrôle et qu'est-ce qu'on considère être le plus grave. Donc, moi, j'ai l'impression que oui, il y a la question des plateformes. Et nous, pour le coup, en France, on est 14 personnes, dont moi, à avoir assigné Meta en justice pour leur demander à être plus clairs sur leur système de modération qu'on soupçonne sexiste. Mais du coup, là, ça va vraiment sur
sur quelque chose qui n'est pas du tout lié au deep porn, mais plus d'essayer de constater le fait que non seulement les propos de haine en ligne ne vont pas être supprimés et les personnes qui les écrivent ne vont pas être sanctionnées par les plateformes, mais aussi de dire que par ailleurs des comptes féministes, des comptes LGBT, des comptes de personnes racisées vont être, eux, censurés par la plateforme pour une raison ou pour une autre, ce qui est un réel phénomène. Et donc du coup, là, oui, mais en fait, une fois de plus, ça prend du temps. Nous, ça fait 3 ans qu'on est en médiation avec eux, avec des avocates qui sont pro bono, avec des heures et des heures de négociation, de relire, enfin en fait ça prend beaucoup de temps et d'énergie et c'est là-dessus qu'ils misent en fait. C'est sur l'épuisement. And also, finally, there's a question of who should. Oui, la question est de savoir qui va se charger de cette lutte, parce que ce sont des survivantes qui passent des heures à essayer de contacter les plateformes en ligne. Elles passent des heures à être en contact avec des équipes de modérateurs qui ne font rien contre la misogynie. Il faut qu'elles fassent avancer le dossier. Et d'un autre côté, il y a des entreprises comme X qui nous disent « Oh, désolé, on n'a pas assez d'argent à investir pour regarder les deepfakes de la plateforme ». Et leur réponse à la problématique de Taylor Swift, c'était simplement de bloquer les recherches de son nom. Donc, ces gens qui faisaient les deepfakes, eh bien, ils ont contourné le problème en rédigeant son nom avec une faute d'orthographe. Vous ne pouvez pas chercher Taylor Swift deepfake, mais vous pouvez taper deepfake, Taylor Swift se déshabille. Et là, vous obtenez les mêmes résultats. Donc, il n'y a aucune ressource qui va pour tester les garde-fous qui sont mis en place. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas aux survivantes de lutter, ce n'est pas sur leurs épaules que cela doit reposer, tout cela. Parce que ce que l'on doit apporter aux survivantes, c'est un soutien, un sens de la communauté, et puis surtout enlever tous ces trucs d'Internet. Et il faut que ce soit d'autres forces qui s'occupent des questions juridiques, parce qu'un procès, c'est long, ça prend du temps, ça coûte cher, et peut-être qu'il y a des gens qui veulent faire ça, mais toutes les victimes n'ont pas forcément envie de faire cela. Elles veulent que le harcèlement s'arrête et elles veulent être validées. Quelques questions, on va peut-être les poser à l'extérieur et utiliser notre énergie et notre temps tous ensemble. Merci beaucoup d'avoir été là toutes les quatre. Merci aussi Sophie Maddox. Merci. De l'autre bout.